L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à tous, avec Guillaume Tabar, nous recevons ce matin Jean-Christophe Cambadélis, député socialiste de Paris. Bonjour à tous les deux. François Hollande et Angela Merkel célèbrent aujourd'hui en grande pompe à Berlin le 50e anniversaire du traité de l'Élysée. Comment pourrait-on qualifier cette relation aujourd'hui à vos yeux, Jean-Christophe Cambadélis? Mariage de raison plus que de cœur? Avec humour, je dirais que c'est une relation décomplexée. Des deux côtés. Donc je crois que le traité est globalement positif à la fois pour la France et l'Allemagne parce que ça a été la paix, parce que à partir de là on a pu construire l'Europe et que surtout on a pu gérer l'effondrement du régime soviétique en Europe de l'Est. Ça aurait pu se terminer très très mal. Et gérer la réunification allemande, des éléments historiques de très très grande ampleur. Mais depuis la crise financière et depuis la fameuse phrase de Mme Merkel, maintenant chacun sa mère, vous savez, lors du sommet avec Nicolas Sarkozy, l'Allemagne s'est recroquevillée, je dirais, sur sa population vieillissante, qui pense à ses retraites et qui ne veut pas participer de la solidarité. Comme la France, de son côté, elle a des déficits énormes, bien évidemment, c'est pas des problèmes de personnalité, c'est des problèmes de situation dans chaque pays, il y a des tensions. Recroquevillé, le mot est dur à l'égard de l'Allemagne. Oui, je pense que Mme Merkel est très fortement pro-européenne, mais le pays, l'Allemagne, aujourd'hui, se demande si c'est un bon choix que l'Europe, mais c'est pas anormal. La question est aussi posée en France et dans un certain nombre de pays européens. Aujourd'hui, on est confronté à une interrogation sur qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd dans la construction européenne. Que doit faire François Hollande à l'égard de l'Allemagne? Écoutez, aujourd'hui, c'est une relation, ça va être une réunion entre parlementaires, mais au niveau de l'Allemagne et de François Hollande, je crois que ce qu'il fait, c'est-à-dire avoir une très grande pédagogie sur la nécessité d'une relance, d'une croissance européenne, que l'Allemagne y gagnerait à terme, puisque aujourd'hui elle voit sa croissance se relativiser ou se ralentir au vu de la possibilité de faire des exportations dans la zone euro et dans l'Europe, puisque l'Europe est en crise, et puis et surtout respecter sa parole. Avec les Allemands, c'est totalement nécessaire. Et la bataille que nous menons pour nos propres intérêts, mais aussi par rapport à l'Europe, de réduction des déficits, est quelque chose qui peut parler aux Allemands. Là, on ne peut pas le manquer, notamment en raison de l'Allemagne. Vous estimez d'ailleurs que l'Allemagne en fait assez vis-à-vis de son allié français, qui est engagé dans la guerre au Mali? On a vu 2 avions de transport. Est-ce que c'est pas un peu juste quand même? Écoutez, moi je suis un peu perplexe par rapport à la polémique en France sur son isolement, parce que je pense que c'est un faux problème. D'abord, nous ne sommes pas mandatés, l'Europe, par le Conseil de sécurité pour pouvoir intervenir au Mali. Il ne s'agit donc pas d'une mission de la communauté internationale. Et ensuite, le côté, j'allais dire croisé, mais le côté l'Europe intervenant au Mali massivement avec des contingents de tous les pays d'Europe me semblerait une erreur stratégique majeure face aux djihadistes terroristes. Vous préférez la France toute seule? Non, je préfère les Africains. L'objectif, c'est combien de contingents, alors là, moi je veux bien en discuter, mais combien de contingents africains? Guillaume Tabar. Mais pour l'instant, on est quand même loin du déploiement de cette fameuse force africaine. Pour l'instant, quand même, tout repose sur l'engagement des quelques 2500 militaires français. Absolument, mais c'est une opération défensive, si on peut prendre des termes militaires. Maintenant, il va y avoir une opération offensive. Et je crois que la présence des contingents de la CEDEAO, du contingent africain, est nécessaire, elle est indispensable. Je dirais d'un certain point de vue, si vous me permettez, que je préfère sur le terrain 2500 soldats africains qu'un seul soldat allemand. Ce n'est pas le sujet. Ces forces sont vraiment opérationnelles. Mais elles le seront parce qu'elles seront soutenues par la France. Non, écoutez, on n'est pas dans une guerre conventionnelle de type classique. Est-ce qu'il faut justement, pour éviter cet enlisement, est-ce qu'il faut que la France fixe une limite dans le temps à sa présence sur le sol africain? Non, parce qu'on ne fixe pas des limites, parce que ces limites sont toujours dépassées, comme il se doit. Mais donc ça peut être plusieurs mois, éventuellement. Mais on n'en sait rien. Je ne crois pas. Moi, je ne suis pas sur le terrain, je ne suis pas dans l'état-major, ni dans le Conseil de défense, mais je ne le crois pas. Les éléments aujourd'hui que nous voyons, c'est que les djihadistes n'ont pas décidé de transformer les villes en petit Stalingrad pour faire face. Non, ils vont s'évanouir dans la nature
et essayer de disparaître dans la population pour demain réattaquer. La grande question, posons-la aujourd'hui, c'est une fois que nous aurons gagné sur le terrain, comment nous allons sécuriser les villes et les zones? Ça, c'est une vraie question. Alors là, oui, on peut poser le problème de la présence européenne, du soutien financier, de la logistique et la présence africaine. Jean-Christophe Cambadélis, François Hollande aujourd'hui en chef de guerre, d'abord, est-ce que vous l'auriez imaginé? Et qu'est-ce que ça change au fond pour lui, je dirais, dans la stature, dans la posture? Bon, écoutez, moi j'ai toujours pensé que François Hollande serait capable de prendre ses responsabilités et que dans des moments historiques, sa main ne tremblerait pas. C'est parce qu'on avait beaucoup fait du bashing Hollande qu'on a été surpris que tout à coup il fut à la hauteur de sa tâche. Non, je crois qu'il est dans son rôle, avec son sens inné à la fois de la diplomatie et du rapport de force. Il sait comment manager une opération de cette ampleur. Sur la libération des otages en Algérie, la France et le président français se sont interdits la moindre critique à l'égard de la méthode employée par Alger. Vous approuvez ça ou, comme d'autres pays, vous pensez qu'il y avait des questions à se poser quand même sur les modalités de cette opération? Se poser des questions est une chose. Embarrasser son allié dans un moment stratégique important en est une autre. Il faut connaître l'Algérie, il faut connaître ce qu'elle a vécu. À l'époque, les puissances occidentales n'étaient pas sur le terrain pour les aider dans leur guerre avec les terroristes. Donc aujourd'hui, leur faire la leçon en leur disant il faut aller traiter le problème. Évidemment, humainement, on se dit que quand même ils ont tiré dans le tas, mais ça paraît très très difficile de leur faire la leçon. Et puis par ailleurs, nous avons besoin des Algériens pour sécuriser la frontière, parce que les djihadistes se ravitaillent en pétrole en Algérie. Là, s'ils ferment la frontière, sans eau et sans pétrole, c'est quand même plus facile de les combattre. Il faut aussi penser à nos soldats, aux populations civiles au Mali. On change à présent de sujet. Première grève des professeurs d'école aujourd'hui à Paris pour protester contre la réforme des rythmes scolaires. Je rappelle que vous êtes député de Paris. Est-ce qu'il faut passer en force ? Je ne crois pas. Je pense que d'abord il faut poser avec force l'intérêt de l'école. L'école doit être réformée. Et de ce point de vue, je trouve que... Qu'est-ce qui doit passer d'abord? C'est l'intérêt de l'enfant ou l'intérêt des professeurs? Écoutez, l'intérêt des deux. Je ne vois pas l'enfant sans professeur et les professeurs sans enfants. Non, je crois que... Vincent Peillon est passionné par l'éducation nationale. Il n'a pas toujours le doigté nécessaire pour faire aboutir ce qui est nécessaire. Qu'a-t-il mal fait ou qu'aurait-il dû faire pour éviter ce blocage? C'est la concertation avec les organisations syndicales, mais je renverrai dos à dos l'un et l'autre, parce que les organisations syndicales, aujourd'hui, s'arc-boutent sur des principes d'un autre temps et d'un autre âge. Donc je pense qu'il fallait lier le nombre de postes, la révalorisation à la réforme, et pas la réforme avant le nombre de postes et la révalorisation. Donc je crois que là, on est dans un moment très ennuyeux, parce que il est possible que la réforme cale, alors que nous en avons besoin et que ceci est nécessaire. Bruno Julliard, qui est un élu socialiste de Paris et qui a préparé cette réforme au cabinet de Vincent Peillon, a parlé du conservatisme et du corporatisme syndicat. Vous partagez ce constat? Mais vous savez que c'était la formule employée par Jack Lang quand il était ministre de l'Éducation nationale. Il y a un corporatisme, oui. Conservatisme, je ne dirais pas cela. Ça me semble un peu formé, un corporatisme qui fait que les organisations syndicales pensent d'abord statut avant pédagogie. Il y a que de faire Peillon maintenant. Se donner plus de temps, retarder sa réforme, passer en force? Je crois maintenant que de toute façon c'est à l'ordre du jour du Conseil des ministres demain, donc ça me paraît difficile. Alors demain c'est la loi de refondation sur l'école, et les rythmes scolaires c'est un décret. Bien sûr, mais donc ça découlera. Donc ce qu'il faut savoir, et il le sait mieux que nous, c'est si ces manifestations et ce mécontentement est une grogne ou le début d'une mobilisation. Si c'est une grogne, eh bien, il faut arrondir les angles et passer. Si c'est le début d'une mobilisation, il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas, dans quelques mois, être obligé de la retirer. C'est pas que le retour de Claude Allègre. J'allais vous le dire, Jean-Christophe Cambadélis, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe au fond, puisque François Hollande, dans sa campagne, a fait une priorité absolue l'école, il a donné des moyens, il y a des budgets sanctuarisés, c'est l'école, et au fond, c'est là que apparaît la première grève
contre ce gouvernement de gauche. Est-ce que c'est pas compliqué à gérer pour vous? Les mouvements sociaux ont commencé, ça ne vous a pas échappé, dans les entreprises où il y a eu énormément de licenciements. Certes, ça reste quand même certes. le centre de gravité des difficultés françaises. Mais c'était prévisible. Même en mettant les moyens, ce paquebot immense qui est l'éducation nationale a du mal à bouger. Et attention de ne pas le sinistrer. Peut-être une dernière question. Le Parti socialiste, au fond, tel qu'il existe aujourd'hui, tel qu'il est dirigé aujourd'hui, on l'entend assez peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a beaucoup d'actualités. Je pense que c'est très difficile de percer le mur des médias au niveau du Parti socialiste, parce qu'il y a les annonces de François Hollande, parce qu'en plus il y a la guerre, parce qu'après c'est le gouvernement, puis il y a les ministres, puis il y a les présidents de groupe. Donc le PS a du mal, je dirais, pour des raisons objectives, pas parce qu'il est dirigé par Alain Désir ou je ne sais qui, il a du mal à faire passer. Et en plus, un élément qu'il faut que vous intriguiez, c'est que tous les dirigeants du Parti socialiste, moi et quelques autres, mais une poignée, tous les dirigeants sont au gouvernement ou dans des postes de responsabilité. Donc au Bureau national, c'est une nouvelle génération. Donc il faut du temps pour que celle-ci puisse s'installer. Très bien, merci beaucoup Jean-Christophe Merci. Cambadélis, merci Guillaume, à demain.